Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Catherine Delez, qui est notamment la fondatrice de la méthode Félicité, qui est notamment arrivée au début en Belgique, qui depuis ça répand un petit peu également en France. Eh bien, écoute, je vais te laisser Catherine te présenter dans un premier temps et surtout ce qui nous intéresse avec nos invités, c'est de savoir un petit peu quel est ton parcours avant d'avoir créé la méthode Félicité, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à toutes ces compétences psychosociales et à vouloir développer ça Mhm. justement dans les écoles et auprès des enfants. Waouh, c'est une grande question. Bonjour Benjamin, mais tout d'abord merci de m'avoir invité, ça me touche beaucoup. Alors moi au départ je suis diplômée en gestion des ressources humaines, donc je viens de la Belgique. Et puis je me suis formée en psychologie corporelle intégrative et en psychopathologie. Et je suis aussi psychothérapeute en relation d'aide. Et ce qui m'a amené à créer tout ça, au départ, c'est vraiment mon parcours de psychothérapeute où j'ai commencé à accompagner de plus en plus d'enfants en difficulté. Et puis, suite à ça, j'ai reçu des demandes d'enseignants pour aller dans les écoles. Donc, au départ, on va dire que j'ai commencé d'une façon très empirique, puisque au départ j'ai utilisé les outils que j'utilisais en cabinet dans les écoles, et puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément adapté. Et donc pendant 2 ans, il y a eu tout un travail sur le terrain, avec des essais, avec des erreurs, avec beaucoup d'expériences que j'ai faites avec les élèves, mais aussi avec les enseignants, qui m'ont énormément aidé. Mais à la base, je ne savais pas du tout que j'allais créer une approche pour les enseignants. Au départ, mon objectif, c'était de transmettre des outils aux enfants. Et en travaillant avec les enseignants, je me suis rendu compte par la suite que c'était pas forcément les enfants que je pouvais aider, mais surtout les enseignants. Et donc, j'ai commencé à développer par la suite des formations vraiment dédiées aux enseignants avec des outils corporels pour aider l'enseignant aussi à mieux gérer son stress, parce que le métier d'enseignant est un métier quand même stressant, même si de l'extérieur ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, où parfois la vie personnelle et professionnelle ont tendance à se mélanger aussi. Euh, et donc voilà, ça a été tout un gros parcours. Mais qui est aussi à la base tout un parcours personnel. Donc moi j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu comme un mal de vivre. Donc j'ai fait tout un parcours personnel qui m'a permis après de découvrir des outils pour m'aider à me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. Et petit à petit, j'ai commencé à utiliser ces outils au départ dans mes consultations. Et puis, comme ça fonctionnait bien, j'ai eu des demandes pour aller dans les écoles. Ici, je te résume très très vite parce que je sais qu'on est limité au niveau du temps. Ça Voilà. m'intéresse d'avoir aussi ton point de vue parce qu'on disait en coulisses justement, donc tu es également adhérente professionnelle chez Osmose et le terme CPS, quand je t'avais dit compétences psychosociales, ça ne te parlait pas forcément. Comment en Belgique justement ces fameuses compétences, donc on a chacun vraiment nos termes suivant les pays, la culture, mais donc pour résumer pour tous ceux qui nous écoutent, tout ce qui est émotion, empathie, confiance en soi, gestion du stress, tu parlais pour les enseignants, comment ça a été perçu au début? En Belgique, justement, notamment quand tu es arrivé dans les écoles, que tu as bien senti que aussi les enseignants avaient besoin d'aide là-dessus. Comment ça a été perçu? Des fois, nous, avec Osmose, des fois, on peut presque être perçu, on en parlait ce matin avec d'autres adhérents pro, presque, oh, ces choses-là, c'est des choses un petit peu perchées. Des fois, on nous dit même, oh là là, méditation, c'est encore un peu connoté Mhm. secte, alors que pourtant, ça a été prouvé maintes et maintes fois, et même scientifiquement, maintenant, tout l'impact que ça avait. Comment c'est perçu un petit peu en Belgique, justement? Comment tu as été reçu au début par les enseignants de ton côté à ce niveau-là? Mais je pense qu'au début, on a toujours un peu la chance du débutant. Donc j'ai eu la chance quelque part d'atterrir dans des écoles où j'ai été très très bien accueillie, où il y avait vraiment une demande, où j'ai eu aussi le soutien des directions. Et puis en travaillant avec les enseignants, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des codes que j'avais pas au départ, parce que les codes de l'école c'est particulier.
c'est comme dans tous les métiers, hein. Si je vais dans la médecine, c'est pas les mêmes codes que chez les agriculteurs. Donc, j'ai mis un certain temps pour comprendre aussi les codes de l'école, pour me faire accepter aussi par le milieu, parce qu'à la base, moi, je suis pas du tout enseignante, même si maintenant, voilà, je les connais bien et je leur donne cours aussi. Mais ça a pris un certain temps. J'ai dû moi-même aussi apprendre à redescendre, à changer aussi mon vocabulaire, à être beaucoup plus terre à terre. Voilà, parce qu'il y a aussi des mots à éviter. Voilà, pour rester euh, en harmonie avec les personnes avec qui on s'adresse. On s'adresse à des enfants, on s'adresse à des enseignants. Donc c'est important de ne pas faire n'importe quoi dans les écoles. Il y a des codes, des règles à respecter et ça c'est très important de bien les connaître. Sinon, effectivement, on peut vite être mal perçu en fait. Donc ça a été tout un apprentissage pour moi de bien comprendre aussi les besoins des enseignants et de comprendre aussi leurs difficultés. Parce que voilà, de l'extérieur, on croit que le métier d'enseignant, c'est un métier facile. Parfois, on voit que les congés, mais en fait, c'est un métier avec voilà, qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation. Et les difficultés aujourd'hui qu'ont les enseignants, c'est aussi de garder cette niaque, de garder cette belle énergie, de garder cette passion d'enseigner. Et c'est là aussi où je peux intervenir pour les aider à garder cette passion, cette motivation en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, les différences entre Belgique et France, je pense que peut-être qu'en Belgique, on a été plus ouvert. Parce que moi, Hmm. j'ai commencé mon travail dans les écoles, c'était quand même en 2008. C'était il y a déjà plus de 16 ans. Euh, donc, à l'époque, on était plus ouvert. Maintenant, je pense que ça s'équilibre assez bien. Euh, voilà. Donc, Hmm. ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. C'est sûr que quand on parle d'émotion, c'est toujours un peu délicat dans les écoles. Euh, c'est comme ça parce que à la base, on ne transmet pas non plus aux enseignants des outils pour les aider dans la gestion de leurs émotions. Donc, le mot émotion, c'est un mot qui peut faire peur. Je crois que le travail des ministères, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi de transmettre davantage d'outils aux enseignants pour apprendre à se connaître, pour apprendre à mieux gérer leur stress, pour apprendre à poser leur voix. Mais souvent, on reste juste au niveau des matières. On Complètement. n'a pas, on va, c'est parfois difficile. Il y a parfois une fermeture au niveau de tout ce qui est outils, au niveau des compétences transversales. Voilà, là, ça reste quand même délicat. Ouais. Et tu disais qu'en plus, maintenant, on en parlait juste avant, et puis comme je disais, vu que tu es adhérente, il y a plusieurs personnes qui te connaissent en tant que fondatrice de la méthode Félicité, donc maintenant, tu es plus toute seule finalement à intervenir dans les écoles ou même à faire des ateliers. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, parce que tu disais qu'à l'origine, finalement, tu t'es servi de ton expérience de psychothérapeute pour répondre à toutes les demandes des enseignants, et puis petit à petit, tu es arrivé avec cette méthode Félicité que tu as monté au fur et à mesure des retours des enseignants, d'expérience et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette méthode-là, justement, en quoi elle consiste, comment ça fonctionne exactement? Mhm. Mais j'ai préparé un petit diapo enfin, une petite page pour montrer à quoi ça ressemble. Mais sinon, pour te donner une idée de chiffres, j'ai formé à peu près 35 000 personnes depuis 2010, parce que la méthode Félicité, elle existe depuis 2010, et j'ai mis 2 ans pour la créer. Au moment où je suis arrivée dans les écoles, au départ, je pensais soutenir les enfants et je ne savais pas du tout que j'allais créer une méthode. Ça s'est vraiment créé sur le terrain avec les enseignants. Et aujourd'hui, on a 25 000 enseignants qui sont formés à la méthode Félicité. Alors, beaucoup en Belgique, mais aussi au Grand-Duché du Luxembourg et en France, de plus en plus. Et j'organise aussi des formations certifiantes pour les personnes qui veulent vraiment se spécialiser dans l'aide aux enfants.
Et là, j'ai formé 250 personnes avec 80% de françaises, principalement. On a aussi des personnes en Belgique, en Australie aussi, en Guadeloupe, à La Réunion. On a un petit peu partout en francophonie, en fait. Et alors, en quoi ça consiste? Je vais te partager mon écran. Peut-être je peux juste montrer. Donc, au départ, c'est une grande boîte avec dedans une petite boîte avec des cartes. Donc il y a tout un livret explicatif et puis il y a des cartes de toutes les couleurs. Et donc ça ressemble, ici j'ai un peu découpé pour vous montrer. Donc ce sont des exercices qui sont issus de différentes techniques, principalement corporelles. On a de la psychologie corporelle, de la sophrologie, de la gestion mentale, du yoga des doigts, yoga des yeux. On a aussi de la visualisation créatrice. Enfin, on a tout un ensemble de différentes techniques qui vont associer mouvement et respiration. Parce que aujourd'hui, la grande difficulté des enfants, ça c'est la première chose que j'ai observée en allant sur le terrain, c'est les enfants ont du mal à rester assis en fait. C'est très difficile pour un enfant de 4 ans ou même de 8 ans de rester assis. Et beaucoup d'enseignants se battent au quotidien avec... parce qu'au départ, l'enfant, il n'est pas fait pour être assis toute une journée sur une chaise, en fait. Et c'est un petit peu comme ça que la méthode s'est créée grâce à cette observation où je me suis rendu compte que c'est compliqué, vraiment. Et c'est vrai que si on vient d'emblée avec un exercice de méditation, par exemple pour un enfant de 6 ans, c'est pas forcément facile pour tous les enfants. Il y a des enfants qui vont rentrer très vite dedans, et puis il y en a pour qui ça va être compliqué parce que le corps, il est chargé d'émotions. Et quand le corps, il est chargé d'émotions, c'est difficile de rentrer à l'intérieur de soi, parce que c'est ce qu'on fait dans la méditation, on va se connecter à soi. Et donc l'idée, c'est de proposer à l'enfant de bouger d'une façon intelligente et d'une façon bien précise à des moments bien précis pour pouvoir se préparer à apprendre. Et donc j'ai développé c'est un processus en 7 minutes sur base d'une routine. Je vais juste montrer le diapo. Voilà. Donc au départ, on va commencer par centrer, puis réveiller le corps, faire circuler les émotions, les sensations, notamment pour les enfants agités, mais aussi pour développer la mémorisation, pour aider aussi parfois les enfants plus timides, les enfants qui n'osent pas. On a parfois aussi des élèves qui n'osent pas demander, qui n'osent pas lever leurs doigts. Et puis, on va avoir des exercices pour développer l'enracinement, pour développer l'intégration de l'information, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques. Parce qu'on a vraiment remarqué qu'il pouvait y avoir un lien, notamment ici dans les mathématiques, entre les enfants qui ont des difficultés à gérer leurs émotions. Ça peut parfois donner des difficultés en mathématiques. Et donc le fait d'aider l'enfant à s'enraciner, on va l'aider aussi à mieux se poser, à mieux se canaliser pour apprendre. Puis après, on va avoir des exercices qui vont travailler tout ce qui est exprimé, libérer les frustrations et les colères. Donc dans cette première partie de la courbe, on va travailler tout ce qui est activation du potentiel pour activer le potentiel des enfants. Et puis après, on va avoir une partie où je vais apaiser. On va apaiser le corps. Où là, on va faire davantage attention à la respiration, mais aussi à la façon dont on va parler. On va avoir des exercices pour créer autour de soi un espace positif, des exercices pour la confiance, puis des exercices pour tout ce qui est ouvrir la vision périphérique, c'est tout ce qui est lecture et écriture, notamment pour recopier au tableau. On a aussi beaucoup d'enfants qui font des fautes d'inattention, hein, qui mettent 2 P or qu'il n'en faut qu'un,
ou qui oublie un petit accent, un S. Ce sont aussi des exercices qui vont aider pour tout ce qui est excès des jeux vidéo. Puis je vais détendre le corps et puis calmer. Donc tu vois, par exemple, si je vais dans la méditation, là, je vais être plus dans les exercices de calmer, qui sont des exercices extraordinaires. Mais comme je le disais, un enfant qui est agité, c'est parfois compliqué de rentrer dans la méditation. Donc pour certains enfants, ça peut être intéressant de proposer cette série d'exercices pour préparer l'enfant à rentrer dans l'apprentissage, puisque c'est l'objectif, après d'avoir un enfant calme, détendu, concentré et à l'écoute. Mhm. Parce que les enseignants passent beaucoup de temps à gendarmer, en fait, et souvent ils s'épuisent avec ça, parce qu'ils doivent répéter, répéter, répéter. Et c'est un métier qui devient de plus en plus fatigant avec les années. Et cette routine de 7 minutes, l'enseignant va le faire avant de commencer la classe. Et ça va lui permettre d'avoir un bon niveau de concentration qui peut parfois durer. Alors, si je prends des enfants de maternelle, on peut avoir une bonne demi-heure de concentration très facilement. Maintenant, si ce sont des adolescents, on peut les garder pendant 2 heures concentrés assez facilement aussi, quoi. Donc tout va dépendre de l'âge de l'enfant ou de Et l'élève. tu disais juste avant que tu avais formé jusqu'à 25 000 enseignants, ce qui est génial parce qu'on se Oui. dit que c'est ce genre de choses que les enseignants ont vraiment besoin de savoir. Il y a toujours cette question qui remonte et on en parlait récemment avec nos adhérents professionnels du côté financement. Je ne sais pas comment ça se passe exactement en Belgique, mais nous en France, il y a très souvent cette problématique où les enseignants, c'est pas l'envie qui leur manque, contrairement des fois à ce qu'on peut croire, une grande majorité d'enseignants ont envie d'enseigner ces compétences psychosociales, ont envie d'apprendre à gérer le stress des enfants, etc. Mais manque parfois de moyens. Est-ce que toi, tu as remarqué des choses à ce niveau-là? Est-ce que c'est les enseignants qui payent sur leur propre denier personnel? Est-ce que c'est parce que les écoles en Belgique ont un financement différent de la France? Comment ça se passe à ce niveau-là sur la formation? Mm. Mais je pense que c'est un peu tout ce que tu viens de dire. Je pense que en France, les financements sont pas tout à fait les mêmes qu'en Belgique. Chez nous, on a l'enseignement libre et l'enseignement communal, et on a aussi certaines écoles privées. Et en France, vous avez les écoles publiques et puis les écoles privées. Donc voilà, c'est un tout petit peu différent. Alors chez nous, on parle des communes, ça correspond aux mairies, donc ça va dépendre de certaines communes parfois qui ont envie de proposer la formation. Et puis il y a eu beaucoup de changements aussi au niveau de l'éducation en Belgique. Parce que nous, notre gouvernement, il change régulièrement. Donc voilà, je ne sais pas vraiment répondre à ta question parce que j'ai un peu suivi aussi le gouvernement où il y a eu pas mal de changements à ce niveau-là. Donc c'est ce qui a permis aussi, c'est ce qui m'a permis de travailler aussi beaucoup avec ces écoles parce qu'à un moment donné, on va dire qu'il y avait probablement plus de budget aussi réservé aux formateurs extérieurs, puisque moi je suis un formateur extérieur, Ok. ce qui est moins le cas maintenant en fait. Voilà, donc maintenant les enseignants qui veulent se former viennent plus se former entre guillemets avec leur denier en fait. Oui, Ok. Oui, c'est finalement ça, des enseignants qui sont vraiment motivés par ces compétences-là, vont être prêts à voilà. investir un petit peu sur eux-mêmes pour pouvoir justement appliquer ça directement dans leurs écoles. Ou certaines écoles qui ont vraiment envie, voilà, que les outils soient alignés au projet pédagogique. Et alors là, on va pouvoir aussi Hmm. travailler avec ces écoles-là qui ont Ok, vraiment envie de donner un maximum d'outils à leurs enseignants. ça marche. Et j'ai juste deux dernières questions, Catherine. Une très souvent qui intrigue et qui fait un petit peu débat, qui est toujours intéressante. Tu parlais justement que tu t'es rendu compte petit à petit que bah, c'était pas tant les enfants qui avaient besoin, mais que c'était surtout les enseignants qui avaient besoin aussi d'apprendre à gérer leur stress, etc. Est-ce que finalement, avec ton recul et toute l'expérience que tu as eue dans les écoles, tu penses que les enfants intrinsèquement finalement connaissent ces différentes choses-là, de confiance en soi, d'émotions, etc., ou ça a toujours du bon finalement que ça leur soit enseigné, d'autant plus par des personnes
qui bah, eux-mêmes sont formés à ce genre de choses et ont appris également à écouter leurs émotions? Mais je pense que autant les enfants que les enseignants ont besoin d'avoir ce genre d'outils. Donc, ce sont des outils qui développent la connaissance de soi. Voilà, Platon en parlait déjà il y a des millions d'années, que c'est un petit peu la base de tout, la connaissance de soi. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément ouvert à ce genre d'outils. Voilà. Donc, ce sont des outils qui sont autant intéressants pour les enfants que pour les enseignants. Maintenant, voilà, c'est vrai que les enfants évoluent aussi, les élèves évoluent. On n'a plus les mêmes élèves qu'il y a 15 ans. Le monde de l'éducation, il change, et le métier aussi devient de plus en plus stressant, hein, parce qu'on a aussi des nouvelles choses qui sont demandées aux enseignants, ce qui n'était pas le cas maintenant. On a aussi maintenant de plus en plus d'enseignants qui se sentent un petit peu coincés dans leur façon d'enseigner, et qui cherchent aussi d'autres portes pour pouvoir continuer à développer leur talent, en fait. C'est ça aussi qui se passe, ce qui était moins le cas avant. Je sais Et pas quels si j'ai seraient répondu à la justement question. pour les personnes qui nous écoutent, les parents justement qui voient ça de l'extérieur justement, parce qu'on dit souvent qu'il y a un peu ce triptyque entre l'école, les parents et les enfants pour que tout le monde s'y retrouve. Comment justement les parents peuvent arriver à soutenir au mieux les enseignants? Est-ce que c'est simplement leur apporter leur soutien? Est-ce que les enseignants ont besoin justement d'autres outils? Comment, en tant que parent justement, apporter son soutien pour le meilleur développement justement de l'enfant? Quelles sont les actions concrètes finalement qu'on pourrait faire? Une bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, je pense que les enseignants étaient moins dérangés par l'investissement de certains parents. Aujourd'hui, avant, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on avait le maître et ses élèves. Maintenant, on a le parent, l'enseignant et les élèves. Et pour certains enseignants, c'est parfois difficile aussi. Voilà, enfin, la place du parent a pris plus de place qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et ça, n'est pas toujours facile pour les enseignants. Maintenant, je pense que l'enseignant, il a besoin d'être valorisé autant par les parents que par le système, en fait. C'est ça aussi qui se passe, parce que l'enseignement, ben, c'est la base du monde de demain, en fait. C'est très important. Oui, Il y donc c'est a, il y a- d'arriver à soutenir justement dans leur rôle ces enseignants sans être forcément tout le temps derrière leur dos, comme tu dis, peut-être que ce qui a changé par rapport à il y a 20 ans. Oui, absolument. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Catherine, pour cette interview, pour ce temps de partage sur la méthode Félicité. Et puis, si tu souhaites rajouter un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent ou sur la méthode Félicité, je te laisse la parole. Mais merci Benjamin, merci beaucoup. Oui, ça me ferait plaisir de clôturer peut-être par une ou deux phrases. La première, c'est celle de Nelson Mandela, que tu connais probablement. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Ça, c'est la première phrase que j'aimerais transmettre. Et pour les enseignants, ben, c'est vrai que c'est important d'aimer ce qu'on fait. C'est très important d'aimer ce qu'on fait. Et aussi parfois de s'outiller pour continuer à faire ce qu'on aime. Parfait, bah, merci beaucoup, Catherine, pour ce message de fin. À très bientôt. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Merci à toi.